Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le vendredi 30 janvier 2026, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Comme vous pouvez voir, on a pris assez cher sur BTC. On est revenu vers le bas du range, vers les 82 000 $ et on est même passé en dessous, vous allez voir au niveau de la clôture daily, des 84 600 $. Et ça c'est plutôt chaud pour le marché parce que, rappelez-vous, on avait vu ensemble que tout simplement on avait nos dead cat bounce, on visait le dead cat bounce avec la déviation à la hausse du range vers les 98 000 et que ensuite voilà, on visait la réintégration du range, puis le retour en bas du range, puis la cassure du bas du range. Et là, on est en train du coup de former ça. Ça a été assez rapide, assez violent. On a formé du coup une première baisse qu'on avait vue dans la dernière vidéo il y a une semaine. Et je vous ai expliqué que moi, ce que je privilégiais, c'était plutôt un retour tranquille vers le bas du range. Du coup, au final, c'est ce qu'on a produit sur les derniers jours. Et là, on commence à accélérer sur les 2 derniers jours à la baisse. Et vous allez voir que même la clôture daily qu'on a formée hier s'est faite en dessous des 84 600 $, même si vous allez voir qu'elle peut ne pas être validée parce qu'en fait, même si elle s'est faite en dessous des 84 600 $, c'est très très proche des 84 000 $. Et en fait, moi, ce que je vais vraiment regarder au niveau de la clôture daily, ça va être celle d'aujourd'hui. Parce que là, on est sur les 90 000 et en fait, suivant où on clôture ce soir, au-delà des 84 000 ou même en dessous des 82, ça va nous donner plus ou moins la bougie de break qu'on pourrait avoir par rapport à cette cassure de range par le bas. Donc, c'est super intéressant à suivre. J'ai toujours, rappelez-vous, mon short que j'avais positionné sur les 96 000 $ sur BTC, que vous allez voir, j'ai cut aujourd'hui à 83 000. Je ne sais même pas fait exprès, je l'ai fait sans faire exprès sur une mauvaise manip, mais finalement, vous allez voir, je suis re-rentré en short avec un stop loss un peu plus serré, avec toujours un TP vers les 70 000 $. Et je vais vous montrer un peu comment je compte manager mon trade, qu'est-ce que je compte faire par rapport à ça. C'est à voir que je vous parle du TP à 70 000, mais il y a des TP partiels avant qui sont à prendre et que j'ai déjà commencé à prendre là, justement sur les 82 000, je vais en reparler après. Et aussi, on va voir quel scénario il faut privilégier, parce que la macroéconomie, la géopolitique sur la dernière semaine, c'est pas mal dégradé. Déjà, dernière fois, on avait vu ensemble que on avait le problème avec le Venezuela qui était très tendu. On avait donc US-Venezuela qui était très tendu. On commençait à voir l'Iran et les US qui commençaient aussi à pas mal se tendre et on commençait à avoir quelques petites tensions qui commençaient à revenir. Et là, vous allez voir que de ce côté-là, surtout sur les derniers jours, ça a accéléré très très fort. Et là, on a une mise en place de l'armée américaine autour de l'Iran qui fait que les tensions augmentent en fait d'un niveau. Et plus on a des tensions au niveau géopolitique, je rappelle, plus on a d'incertitudes, plus forcément les marchés prennent cher aussi. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Vous allez voir qu'aussi, on a une troisième, qui a fait pas mal de bruit, mais qui est aussi vite retombée par rapport au Groenland. Ça aussi, c'est intéressant quand même à suivre parce que c'est pas encore fini et ça reviendra sûrement sur la table plus tard. En plus de ça, on va parler aussi du côté de la Fed. On a un nouveau chairman qui va arriver. Ça aussi, ça peut changer pas mal de choses. Alors plutôt en bien, en tout cas pour les marchés à court terme. Donc ça peut jouer dans la balance entre les points plutôt négatifs pour le marché et les points plutôt positifs pour le marché. L'autre point qui peut être positif aussi, c'est que vous allez voir les métaux précieux, donc que ce soit l'or et l'argent, ont commencé à former des sortes de tops. On ne sait pas si c'est des tops temporaires ou définitifs, mais ils ont commencé à corriger plutôt fort. Et ça peut être perçu comme quelque chose de plutôt bon pour la remise en question monétaire qu'on pourrait avoir au niveau mondial et qui pourrait avoir du coup un impact positif sur Bitcoin. Et aussi le déversement de liquidité qui pourrait se faire sur Bitcoin. Donc ça, c'est quand même des points intéressants qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais dans l'ensemble, on reste quand même sur un marché qui est très, 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 très tendu en ce moment, principalement dû à Trump par rapport à tout ce qu'il met en place, qui crée de l'incertitude et qui pose problème sur les marchés peu très volatiles comme les cryptos. Bon, on commence direct par cette image, les gars, qui est complètement folle. Regardez ça, c'est Trump qui nous met... Alors les gars, c'est fou, en vrai, le compte de la Maison Blanche, le White House, ils font des tweets, les gars, mais c'est lunaire. Déjà, la dernière fois, je vous avais passé le tweet, vous avez fait une sorte de vidéo-montage de Trump qui explosait Venezuela et qui arrivait à prendre ce qu'il voulait au Venezuela, à changer, à capturer Maduro, l'ancien président vénézuélien, pour l'enfermer. Et en fait, tu avais tout un montage avec des musiques un peu TikTok, un montage un peu TikTok, et ça faisait lunaire, en fait, de voir ça de la part de la Maison-Blanche. J'ai l'impression que c'était un compte parodique, alors que non, c'était vraiment le compte officiel de la Maison-Blanche. Et là, ils ont posté une nouvelle image qui va un peu dans ce sens-là, qui est un peu perché, où tu as Trump, vous voyez, qui se promène sur la banquise avec un pingouin à la main, avec le drapeau US, et qui vont vers les montagnes, qui sont du coup le Groenland.
Et en fait, forcément, c'est ultra provocateur quoi, de mettre ça en avant. Et du coup, ça fait énormément réagir. Et je pense que c'est ce qu'ils cherchaient aussi derrière. Et tu as eu beaucoup, beaucoup de réactions par rapport à ça. Il y a eu quelques passages à l'acte au niveau militaire, mais très, très léger. Déplacement de troupes, etc. Mais rien de vraiment concret. Du coup, voilà, ça chauffait un peu. Il y a eu un peu d'incertitude par rapport aux US et au Groenland et à ce sujet-là. Mais rien d'inquiétant, en fait, pour que c'est un impact directement sur les marchés. Même si ça rajoute en plus de l'incertitude au global. Mais là où par contre où c'est beaucoup plus tendu, c'est sur le conflit entre les US et l'Iran, où on a les États-Unis qui sont commencé à se positionner militairement autour de l'Iran, donc avec pas mal je crois c'est des soldats, il y a des navires, il y a des avions, enfin, et des sous-marins, il y a pas mal de choses. Et en parallèle de ça, on a aussi les États-Unis qui sont en coopération avec France, Israël, Royaume-Uni, qui ont préparé une liste de cibles destinées à être frappées lors des attaques contre l'Iran. Et ce que je trouve ouf, c'est que du coup, on a la France qui, avec Macron, qui s'associe un peu, qui coopère avec les États-Unis par rapport à l'Iran, alors qu'à côté de ça, tu as un Trump qui se fout de la gueule de Macron ouvertement en interview. Je trouve ça assez lunaire, mais bon, c'est comme ça. Après, ça, c'est les alliances de toute façon militaire. Et en fait, là, ce qui est tendu par rapport à ce conflit, c'est un peu comme d'habitude. En fait, tu as une sorte de pays qui va être plus ou moins soutenu au niveau des idéologies ou au niveau militaire par d'autres pays plus gros. Et en fait, souvent, les pays plus gros vont pas se faire la guerre entre eux directement, mais ils vont se la faire indirectement par des pays qui sont plus petits, qui sont en guerre entre eux. Genre par exemple, typiquement, l'Ukraine qui est en conflit avec la Russie, mais qui va avoir derrière l'Ukraine toute l'Europe, l'aide américaine, etc. Parce que les Américains et l'Europe sont en général pas contre la Russie, mais pas alliés avec la Russie. Du coup, ils vont se positionner pour leur ennemi, qui sont l'Ukraine. Et là, c'est un peu la même chose, où d'un côté, en fait, tu as l'Iran qui va être plus ou moins soutenu par les Chinois, par la Russie, par ce côté-là du monde, par ces pays-là du monde, pour un peu contrer du coup les États-Unis qui vont attaquer frontalement l'Iran et qui vont être soutenus eux par en général l'Europe et aussi Israël. Et du coup, tu te retrouves sur un conflit où tu as l'Iran au milieu, mais tu as d'un côté, du coup, les US avec l'Europe, avec Israël, et de l'autre côté, l'Iran, mais qui est soutenu par aussi la Chine, la Russie, etc. Et donc, c'est un conflit indirect, en fait, de la part de la majorité des pays du monde, qui se positionnent plus ou moins pour un côté ou de l'autre. Et là, l'Iran, en vrai, c'est tendu. C'est pas le même cas que ce qu'on avait au Venezuela, parce que là, l'Iran, ils ont quand même une puissance militaire qui est plus forte, et puis ils ont plus de soutien par d'autres pays, et ils ont surtout l'arme nucléaire. Je ne sais plus à quel point, j'ai peur de dire de bêtises par rapport à ça, parce que je ne suis pas assez calé dans le sujet, mais ils ont un stade avancé dans l'arme nucléaire. Je ne sais pas s'ils l'ont complètement, ou si ils ont juste validé plusieurs étapes pour avoir l'arme nucléaire, et du coup c'est quelque chose de beaucoup plus sensible pour les États-Unis à pas attaquer, mais à essayer de les maîtriser comme ils ont voulu le faire avec le Venezuela, sans que ça parte trop en guerre avec trop de dégâts. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'en juin, on avait déjà eu les États-Unis qui avaient attaqué l'Iran. Alors, je dis le mot attaquer, mais je ne sais pas quel terme il faut utiliser exactement, mais ils avaient utilisé des frappes aériennes pour cibler des sites, enfin des endroits où il y avait des armes nucléaires pour enlever en fait l'arme nucléaire à l'Iran. Et ça avait plutôt bien marché, mais je crois qu'en fait ils n'ont pas tout complètement nettoyé. Et du coup ils veulent revenir pour ça quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve dans ce conflit-là avec d'un côté les US qui ont du coup avancé leur flotte militaire avec je crois quand même quelque chose d'assez important, où ils ont mis en place militairement pas mal de monde vers l'Iran. Et en fait l'intérêt de faire ça, c'est ensuite de pouvoir négocier avec l'Iran, où en fait tu imposes ton arme militaire autour du pays, autour de l'Iran, pour forcer un peu les négociations que aimeraient avoir les US avec l'Iran. Mais le truc, moi, qui me fait peur, c'est que l'Iran, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans l'optique de vouloir vraiment négocier avec les États-Unis. Et j'ai peur que ça parte en mode, l'Iran n'a pas envie de négocier avec les États-Unis, du coup, coûte que coûte, en fait, ils vont se battre contre les US. Et le truc, c'est que si les US ils veulent éviter ça, ils vont devoir se retirer. Sauf que se retirer militairement de cet endroit, ça voudrait plus ou moins avouer une défaite, une annulation de la part des US. Et du coup, je ne sais pas comment ça se passait. J'ai pas assez de recul sur le sujet, d'expérience sur le sujet pour savoir exactement comment ça se passait. Mais tout ce que je vois, c'est que c'est compliqué. Et que ça crée énormément d'incertitudes, ce que du coup les marchés ne kiffent pas derrière forcément. Et là, c'est un impact, on le voit pas pour l'instant sur les marchés traditionnels, mais sur le gold, l'argent et surtout sur BTC. Bon, ensuite, l'autre point qui est assez important, la macro US aussi, rappelez-vous, pas de baisse de taux pour l'instant. On a eu la conférence FOMC qui
qui va arriver et qui est pas mal attendu, c'est maintenant certains, vous voyez, lors du prochain FOMC, la Fed ne statuera pas en faveur d'une baisse des taux. Et c'est ce qu'on avait déjà vu aussi dans la dernière vidéo, voilà, il fallait faire gaffe en fait à ce qu'on voyait par rapport au FOMO qu'on pouvait avoir autour de la Fed, autour du QE, autour des baisses des taux d'intérêt, qui étaient pour l'instant pas du tout actées en fait. Et que pour Q1 2026, on a quand même plus de chances d'avoir pas de baisse des taux et d'avoir plutôt un recul sur la situation et plutôt avoir une Fed qui prend du recul par rapport à ce qui se passe et ne pas trop se précipiter sur la baisse des taux. L'autre chose qu'on avait vu aussi et que je vous invite à aller voir dans la dernière vidéo, qui était vraiment le sujet principal, qui était le QE, où en fait beaucoup de personnes attendaient que le QE soit lancé, qu'on ait officiellement l'annonce du QE qui arrive, mais en fait le plus probable qui risque de se passer, c'est un QE déguisé. C'est-à-dire que la Fed, le gouvernement américain ne dit pas qu'ils vont lancer un QE officiellement, mais ils vont le faire par les chiffres, ils vont le faire au niveau de la liquidité, au niveau de l'économie, pour que le QE se mette en place, mais sans l'officialiser complètement. Et c'est ce qu'on avait vu ensemble, vous voyez qu'un QE déguisé permet à la Fed d'injecter la liquidité sans relancer l'inflation, le FOMO aussi, et la politique monétaire, la polémique politique plutôt, qu'impliquerait un QE officiel. Et du coup, un QE déguisé serait pas d'annonce, accumulation plutôt lente, BTC qui pump plus lentement et altcoin en retard, et du coup un cycle plus long mais plus propre. Et ça, personnellement, c'est vraiment ce que je privilégie personnellement. Et c'est pour ça que je vise plutôt une baisse du marché ici, peut-être vers les 70 000, 60 000, je sais pas, entre les 50 000 et 70 000, et ensuite poser un bottom pour petit à petit commencer à former une accumulation au niveau d'un bottom pour ensuite repartir en tendance haussière. Et du coup, éviter d'avoir une baisse typique d'un bear market de moins 70%, mais un bear market plus léger de, moins 50, moins 60%, ce qui suffirait largement pour ensuite repartir pour la phase de QE. Mais en tout cas, pour Q1 2026, ça s'annonçait plutôt moyen là par rapport à cette macro-là au niveau des data. Voilà, comme je l'explique ici, le gros problème, c'est que Trump il continue d'apporter de l'incertitude, de l'instabilité, que ce soit déjà avec les conflits, les tensions mondiaux qu'on a entre les différents pays au niveau militaire, et aussi par rapport aux nouveaux tarifs douaniers évoqués. Ça aussi, on en avait parlé. En gros, le problème de ça, c'est que Trump, il évoque encore de nouveaux tarifs, et du coup, on pourrait replonger, comme on l'avait fait il y a un an, début 2025, dans les tarifs douaniers qui avaient posé pas mal de problèmes. On a eu pas mal de baisses sur les marchés, parce qu'on avait toute cette incertitude qui s'était installée aussi par rapport aux tarifs douaniers. Là, ça va être moins fort, ce sera moins une surprise. Donc, à mon avis, si c'est le cas et qu'il implique de nouveaux tarifs douaniers et que ça refoue un peu le bordel, ce sera moins surpricé à la baisse par les marchés, je pense. Mais quand tu accumules ça avec les tensions politiques qu'on a actuellement, ça reste pas ouf. Mais du coup, dans ce contexte, il est certain que la Fed va prendre du recul et patienter en attendant d'avoir une meilleure vision. Et du coup, actuellement, la Fed, elle n'est pas du tout dans l'optique de se dire vas-y, on va baisser les taux d'intérêt, on va stimuler l'économie, on va essayer de relancer tout ça. Par contre, le truc qui peut changer, c'est que, vous voyez, ou un nouveau chairman, comme le chef du département d'investissement de chez BlackRock, qui pourrait arriver. Et si là, par contre, on a un nouveau chairman qui arrive et qui change complètement la dynamique qu'a la Fed actuellement, ça pourrait changer pas mal de choses au niveau du marché. Et donc ça, c'est quelque chose que je regarde attentivement. Un nouveau chairman et la politique que va mettre en place la Fed par rapport à ce nouveau chairman. Ça, c'est hyper important. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut très vite changer la donne sur les marchés. Et justement, vous voyez, on a eu du coup, il y a donc hier, même aujourd'hui, le 30, je crois, ou c'était hier, le président Trump qui a annoncé un nouveau président de la Réserve fédérale, donc un nouveau chairman, vous voyez comme on voit ici, pour la semaine prochaine. Et donc, semaine prochaine, on aura ce nouveau chairman qui va être annoncé de la part de Trump. Et en fait, au niveau des stats, on avait beaucoup plus de chances que ce soit Kevin Hassett qui soit mis en premier parce que c'était lui qui était le plus probable de passer au niveau de Polymarket. Et là, en fait, maintenant, c'est inversé. Et au lieu que ce soit Kevin Hassett, maintenant, c'est plus Kevin Warsh qui est mis en avant pour passer en tant que chairman. Dans tous les cas, que ce soit Kevin Hassett ou Kevin Warsh, les deux sont très favorables à la mise en place de la baisse des taux d'intérêt sur la Fed. Parce que peu importe en fait le chairman qui va être choisi de la part de Trump, c'est même quasi sûr que ça va être un chairman qui va être en faveur de la baisse des taux d'intérêt, qui va dans le sens de Trump, et plutôt un chairman qui est aussi favorable aux cryptos, à l'univers des cryptos, même voire au MNBC, comme j'avais pu le voir avec Kevin Warsh. Et le truc qui est assez ouf là-dedans, c'est que vous voyez, Trump a dit que nous devrons avoir le taux d'intérêt le plus bas partout dans le monde. 2026 va être démentiel pour les actifs. Et ça, les gars, c'est quelque chose qui peut complètement inverser la donne sur le marché, que je regarde très très attentivement. Parce que, ok, les prochaines semaines, on va avoir Trump qui va annoncer un nouveau chairman qui va être super bullish pour les baisses des taux, mais il ne faut pas oublier que la mise en place en fait, du chairman, ça ne va pas être pour tout de suite.
et que Jerome Powell, il a encore plusieurs mois devant lui pour diriger en fait les décisions de la Fed avant que ce soit le nouveau chairman qui soit mis en place. Là où par contre ça a quand même un impact, c'est que le marché risque quand même d'anticiper tout simplement l'avis, les décisions que va avoir le nouveau chairman, même s'il n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire que même si par exemple la Powell avec la Fed, il dit vas-y pour Q1 2026, on reste sur des taux stables, on baisse pas les taux, on fait attention à l'inflation et on s'affole pas. Et ben si le nouveau chairman pendant le Q1 2026, il fait que dire ouais dès que je vais être élu, dès que je vais passer chairman d'ici début Q2 2026, et ben je vais faire que baisser les taux, je vais être ultra agressif, on va essayer de relancer un maximum le marché, etc. Et ben le marché va anticiper ça. Et du coup ça peut être quelque chose qui peut être assez volatile. Et c'est pour ça que je pense que si jamais là on break le range à la baisse des 80 000, on va chercher par exemple les 70 000, on peut très vite, très rapidement repartir en fait à la hausse par rapport à cette Fed qui pourrait baisser agressivement les taux d'intérêt et par rapport au QE qui pourrait arriver juste derrière. Donc à mon avis, on est dans une situation qui est quand même différente de celle de 2022, du bear market de 2022. Et pour revenir sur la macro, ce que je veux passer, c'est ici, hop, vous voyez au niveau de l'inflation, rappelez-vous, on regarde plutôt le core de ce côté-là, le core MOM qui est bon au niveau des chiffres, et le core PCE, donc au niveau de l'année, qui est un peu moins bon au niveau des chiffres. Et vous voyez, de nouveau, vous voyez, vu que l'inflation en fait persiste sur ces mois, on va avoir une Fed qui va conserver pour l'instant les taux inchangés. Et ça, c'est j'ai l'impression un peu une déception de la part du marché qui n'attendait pas non plus une baisse agressive des taux d'intérêt, mais qui était quand même dans l'espoir de l'avoir pour Q1 2026. Et là, en fait, avec ces datas-là, il y a quand même peu de chances que ce soit le cas et qu'on risque plus d'avoir des taux qui sont inchangés. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une déception pour un peu le marché. Donc pour ça, autre chose, tiens, je voulais faire un parallèle aussi avec le marché de l'or et de l'argent. Alors ça peut être plutôt vu positivement comme négativement, suivant de quelle manière on le voit. Je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense. En gros, on a Finco qui nous a fait un super tweet sur l'explication de l'argent et de l'or. Je trouve que c'est plutôt bien expliqué. En gros, rapidement, je vous résume, ils expliquent que tu peux avoir un delta de baisse et de hausse, donc de volatilité, par rapport à l'or et l'argent quand ça fluctue. Et ils comptent ça en termes de sigma. Donc 1 sigma, c'est banal, 2 sigma, c'est courant, 3 sigma, c'est plus rare, etc. etc. Et quand tu arrives à 5 sigma, c'est quelque chose d'unique en fait. En théorie, ça n'arrive qu'une fois sur 1 million. Et quand tu arrives à 6 sigma, c'est hyper rare. Et ça, c'est censé se reproduire une fois sur 500 millions. Ça arrive quasiment jamais. Et là, du coup, ça n'a pas loupé avec la volatilité qu'on a sur l'argent et l'or. Et ben, on a tapé 6 sigma. Et vous voyez, 6 sigma, ça arrive tellement peu de fois que la dernière fois où ça arrivait, c'était en 1987 avec le crack qu'on avait eu à ce moment-là, Dow Jones qui avait fait moins 22% en une séance. On avait aussi le crash Covid en mars 2020 qui avait fait complètement exploser les marchés à baisse avec un VIX qui avait explosé. Donc l'indice de la peur, si je ne me trompe pas, ou l'indice de volatilité plutôt de la volatilité. Et on avait aussi en 2015 et 2020, enfin bref, c'était vraiment des moments très volatiles où on dépasse les 6 sigma. Et le truc, c'est que là, du coup, on vient de taper 6 sigma en fait, sur l'argent en quelques jours. Et en fait, ce qui explique, c'est que quand tu as un pilier du financement mondial qui devient instable, le levier de temps à se contracter et deux choses se reproduisent en même temps. Donc on a d'un côté des ventes forcées sur certains actifs et d'un autre côté des achats forcés de protection sur d'autres. Et en fait, ces achats forcés sur des protections pour se protéger, c'est typiquement ce qu'on a sur les métaux précieux. Historiquement, ça a toujours été le cas, que ce soit sur l'or ou l'argent. En plus de ça, en fait, quand tu regardes les taux longs, ça veut dire que les taux longs qu'on a actuellement, ça raconte que la crédibilité des États est au plus faible et que en fait, la capacité à honorer leurs dettes futures sans recourir massivement à l'inflation, c'est quelque chose que actuellement tout le monde est conscient et que le marché le voit à 100%. Quoi. Et que les États aujourd'hui, ils sont incapables maintenant d'honorer leurs dettes futures. Et on est juste dans un cercle qui est de plus en plus endetté. Et le truc, c'est que les métaux, donc l'or et l'argent en général, les métaux précieux racontent quelque chose sur la crédibilité de la monnaie. Et quand tu as les deux qui deviennent instables en même temps, c'est que pour lui, on est sur une phase de remise en question du cadre monétaire. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en fait, le fait que on est d'un côté l'incapacité des États à honorer leurs dettes futures et que de l'autre côté, on a les métaux précieux qui explosent complètement, ça veut pour lui dire quelque chose d'assez important qui est qu'on passe éventuellement dans un nouveau, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais d'un nouveau cadre
dans un nouveau cadre monétaire, on a une remise en question du cadre monétaire, où on n'a plus confiance en fait aux États, aux monnaies fiduciaires, et du coup on se réfugie directement sur l'or, l'argent, et aussi logiquement sur BTC, vu que ça devrait être une valeur refuge par définition. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser à, on en avait parlé, on l'avait mis en avant il y a 3-4 ans de ça, de Robert Kiyosaki, qui est le créateur du livre Père riche, Père pauvre, qui est très connu, qui est aussi qui s'est pas mal développé dans l'immobilier, et qui, pendant des années, mettait en avant le fait qu'il fallait absolument acheter de l'or, de l'argent et du bitcoin. Parce que pour lui, c'était le seul moyen de contrer en fait ce qui était en train de nous arriver dans la gueule au niveau de la dette impossible à honorer de la part des États. Enfin, la dette des États qui est impossible à honorer et qui sont obligés de passer par l'inflation pour valider ça, pour honorer ça. Ce qui du coup dévalue complètement les monnaies et le système financier, ce qui fait que au final, tu n'as plus que l'or et l'argent et au final le bitcoin qui ont de l'intérêt en fait dans ce monde-là pour le futur par rapport à ces dettes non honorées de la part des États. Je ne sais pas si vous avez bien compris parce que c'est pas facile à tout capter. Et du coup, le gros avantage qu'on pourrait avoir avec l'or et l'argent, c'est que si on a des prises de profit qui sont prises comme actuellement sur l'or et l'argent, pas mal de gens, pas mal de monde voient cette liquidité-là se déverser en fait sur Bitcoin. Parce que si on a des prises de profit qui sont prises, c'est pour se dérisquer d'un marché qui est monté beaucoup trop fort sur l'or et l'argent. On a eu une bulle énorme où là, franchement, l'or et l'argent, c'est allé abuser, c'est allé vraiment en mode parabole, en mode exponentiel. Et du coup, se dérisquer de ce marché, c'est cohérent pour aller sur un marché qui est encore sous-évalué, comme par exemple les cryptos et surtout Bitcoin, qui a cette valeur de valeur refuge qui se rapproche de l'or et l'argent. Et en fait, quand tu regardes dans le marché global, ce qui se rapproche le plus de cette valeur-là, de l'argent et de l'or, c'est Bitcoin. Et ce qui est le plus sous-évalué, entre guillemets, actuellement, par rapport au reste du marché à court moyen terme, c'est Bitcoin aussi. Et du coup, ça peut être cohérent que cette liquidité-là aille sur Bitcoin. Donc ça, c'est un point qui est plutôt encourageant. Après, les petits points qui sont un peu plus décourageants, vous voyez là, on a l'USDT, c'est Thomas qui nous met ça, que l'USDT semble prêt à péter à la hausse. Pareil, la market cap USDT, donc dominance, c'est la dominance de l'USDT par rapport au marché. Et voilà, on a vraiment une sorte de giga bottom qui s'est créé avec une sorte de résistance ici. On est venu taper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dedans, et voilà, on a pu la casser, venir pour back dedans, et là, on est en train de casser. Et ça, c'est pas ouf, parce que quand vous avez une market cap la dominance de l'USDT qui prend de la valeur, ça, en général, a un impact plutôt négatif sur le marché crypto. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à surveiller. L'autre chose qui est intéressante, c'est le test spot. Vous voyez, pas de surprise, les investisseurs n'ont pas été satisfaits du discours de Jérôme Powell. Et donc, quand tu couples ça aux tensions géopolitiques actuelles, la plupart des gens préfèrent se dérisquer. C'est pour ça qu'on a eu pas mal d'outflows qui se sont formés sur les ETF. On a eu 500 millions de dollars de outflows qui sont sortis des ETF sur Bitcoin. Ici, il n'y a aucune good news majeure qui n'arrive aujourd'hui dans les prochains jours. On risque sûrement d'avoir plus de ventes qui arrivent. Et ça va faire un enchaînement de cascades où on a de plus en plus de outflows qui sortent, parce qu'on a une panique qui s'installe aussi. Et ce qui est intéressant là, dans ce qu'il dit Alan dans son tweet, c'est que c'est rageant parce que voir autant de bonnes nouvelles dans notre écosystème alors que nous continuons de chuter sans cesse car nous restons trop corrélés aux US. Ça, c'est intéressant parce que on en avait déjà parlé, mais en gros, rappelez-vous dans quelle situation on arrive principalement à voir si on est dans un bear market ou dans un bull run. C'est par rapport aux news et la réaction du marché par rapport aux news. Et en fait, ça nous donne pas mal d'indications sur le momentum du marché. Si vous avez des mauvaises news qui tombent et un marché qui monte, c'est que le momentum du marché est tellement fort qu'il arrive à encaisser les mauvaises news et à continuer à monter. Et ça, c'est super bullish. Quand vous avez un marché qui monte alors que vous avez de mauvaises news, c'est hyper bullish, parce que le momentum est très fort. À l'inverse, quand vous avez un marché qui baisse, qui chute, qui sort ses liquidités du marché, alors que derrière, tu as quand même des bonnes news qui tombent, ça veut dire que le momentum est tellement baissier que même des bonnes news n'arrivent pas à récupérer en fait cette sortie de liquidité-là, cette sortie de liquidité, ce qui fait que en général c'est un contexte qui est plutôt baissier. Et là c'est un peu ce qu'on a actuellement, on sait qu'on a des bonnes news, alors ça dépend de quel côté on le voit, mais au niveau de la crypto on a quand même des bonnes news en général, et malgré ça en fait le marché baisse parce que le momentum est trop fort à la baisse. Et ça en général ça ne sent pas très bon. C'est un peu ce qu'on avait au final début 2022, au début du bear market. Bon, et au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce que ça donne ? Alors déjà, première chose, rappelez-vous, ça c'est le tweet de la dernière vidéo d'il y a une semaine, où on avait vu ensemble, tout simplement, le cours avait fait la déviation à la hausse, on avait réintégré le range, et là, on était en train on venait de se taper la grosse baisse, et je vous ai expliqué que le plus probable, c'était de se laisser
tranquillement couler vers le bas du range et ensuite soit de rebondir vers le bas du range pour réintégrer à la hausse, soit de casser le bas du range avec éventuellement la cassure ici avec une bougie de break, le retest ici en pullback inversé pour se faire rejeter. Et ça c'est typique de ce qu'on avait par exemple en 2022 où on avait la déviation à la hausse, on chute assez fort, on se laisse couler tranquillement vers le bas du range et là on arrive en bas du range, paf, bougie de break et ensuite on accélère à la baisse. Et même en général, ce qui peut arriver assez régulièrement, c'est que avant qu'on break ici, on peut revenir tester ici le support, enfin l'ancien support du bas du range en tant que résistance et bam, on se fait rejeter juste après. Et du coup, ce que je vous ai expliqué, ce qui était hyper important, c'est que pour valider en fait au final le dead cat bounce des 98 000 $, il fallait absolument qu'on ait une clôture daily en dessous des 84 600 $. Parce que les 84 600 $, c'est vraiment, vous voyez, le niveau le plus bas qu'on a ici et qui du coup nous forme le bas du range au niveau de la clôture daily. Et donc avoir une clôture daily en dessous de ce plus bas là, ça veut dire qu'on est en train de casser le range et que on a quand même de grandes chances d'accélérer à baisse, surtout quand on prend en compte qu'on a eu la déviation à la hausse avant et voilà tout le discours autour du dead cat bounce que je vous parle depuis 2-3 mois, que je ne vais pas vous répéter avec toute l'accumulation de clusters d'indications qu'on avait à ce niveau-là, qui fait que ça peut être intéressant de valider ce dead cat bounce. Mais le truc à prendre en compte, c'est que vous voyez le niveau des 84 600 $, il ne faut pas juste une petite clôture juste en dessous au niveau des 84 000 pour que ça suffise à break à la baisse. Je vous rappelle, une bougie de break à la baisse, c'est vraiment une grosse bougie pleine avec du volume et avec une cassure nette. Et pour l'instant, on l'a pas encore, mais on peut l'avoir aujourd'hui avec la clôture daily de ce soir. Et justement, du coup, c'est ce que je voulais parler dans mon tweet d'aujourd'hui, où je dis bon, BTC ça pue un peu depuis les 98 000, et que en gros, avec la journée d'hier et d'aujourd'hui, on est en cours de passage sous les anciens plus bas. On a encore la possibilité, vous voyez, de faire juste une mèche, mais c'est vrai que le contexte, avec le contexte géopolitique ultra tendu entre les US et l'Iran actuel, c'est vrai que c'est pas gagné. Parce que là, franchement, il faudrait vraiment des bonnes news, il faudrait vraiment qu'on ait beaucoup de certitudes qui reviennent sur le marché et toute l'incertitude qui s'enlève. Mais du coup, ça voudrait dire que on est surtout ce conflit principal entre l'US et l'Iran qui se calme d'un seul coup. Et pour moi, je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que même ça va sûrement escalader au niveau des tensions. Et du coup, ça ne va pas aider au marché pour juste former une mèche et repartir. Mais c'est vrai que là, du coup, ce que j'ai expliqué, c'est que là, on a une grosse bougie rouge, mais on arrive pile, vous voyez, au niveau de la clôture daily la plus basse qu'on avait ici. Donc on est un peu en dessous, mais ça suffit pas pour une bougie de break. Mais la bougie qu'on a aujourd'hui peut être une bougie de break suivant la clôture daily qu'on va faire d'ici ce soir. C'est pour ça que la bougie d'aujourd'hui est hyper importante. C'est pour ça que je vous fais d'ailleurs une vidéo aujourd'hui. Au passage, du coup, vous voyez, j'ai toujours mon trade, mon short des 96 000 $ ici jusqu'à là, est descendu à 94 000 $ de PNL, ce qui est pas trop mal pour une position de 9 000 $ en levier x10, donc pour 90 000 de position. Et regardez ce que j'ai fait de mon trade, je l'ai TP à 100%. C'est-à-dire que je suis sorti de mon trade à 100% et j'ai récupéré du coup 13 500 $ de PNL sur ce trade-là. Et je n'ai pas fait exprès, les gars. C'est-à-dire que premier degré, je suis vraiment sorti sans faire exprès. En fait, je vous explique ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me repositionner une petite quantité en short sur mon trade pour remiser un peu plus de position. Et en fait, je me suis trompé, au lieu de mettre short, j'ai mis long. Et du coup, quand j'ai mis long, ça a directement coupé mon short pour mettre un long. Du coup, j'ai coupé mon long parce que c'est pas ce que je voulais mettre. Mais au passage, du coup, ça m'a coupé mon short aussi. Et en fait, de base, je voulais garder ce short pour faire 96 000 $ en entrée, tout 70 000. C'était mon objectif. Mais je me dis, pas grave, c'est comme ça. Au moins, je suis sorti de mon short. Ça me permet de prendre un TP partiel. Mais je me suis quand même repositionné, vous allez voir, en short, avec cette fois-ci des limites, des ordres limites un peu plus hauts, ce qui me permet de pouvoir moyenner mon prix d'achat à la hausse et de pouvoir avoir un short qui est un peu plus intéressant avec moins de risques si on a le rebond là qui est effectué avant une baisse. Et justement, hop, je peux vous montrer directement ici. Donc, vous voyez, je suis re-rentré une première fois sur ce niveau-là des 83 000 $ et j'ai repositionné quelques ordres limites, vous voyez, vers les 84 000, 84 500, 85 000 et 86 000 $. Et un stop loss qui est du coup beaucoup plus serré parce que de base, j'avais mon stop loss qui était très très haut, qui était vers les 100 000 et quelques dollars. Parce que quand j'ai positionné mon short ici, hop, à 96, j'ai mis mon stop loss vers les 105 000 ici. Et du coup, là, au lieu de me remettre mon stop loss aussi haut, ça sert à rien, je mets un stop loss qui est beaucoup plus agressif, vous voyez, au milieu de range vers les 90 000, avec pas mal d'ordres limites ici, au cas où si on fait un rebond avant de redescendre. Et ce que j'expliquais, c'est qu'en gros, vous voyez, on a notre bas du range qui est là, sur la ligne blanche qu'on a ici. Et vous voyez, si on vient, ce que j'expliquais justement, c'est quand on a une zone de support ici, qu'on casse, on peut revenir tester en tant que résistance, la valider en tant que résistance, et ensuite se faire rejeter. Et du coup, former un pullback inversé, en fait.
Et donc là, c'est un peu l'objectif avec les ordres que j'ai mis ici, c'est si on commence à partir à la baisse, c'est pas grave parce que j'ai mon short qui est en cours. Et si on vient rebondir pour aller chercher le pullback inversé ici, avec éventuellement une mèche qui dépasse ici, et ensuite on plonge, moi ça me permettra de prendre ces ordres avant de repartir à la baisse et d'avoir un stop loss qui est plus haut. Je l'ai mis aussi, j'ai fait en sorte de le mettre au-dessus de toutes les FG qu'on a laissées ici. Vous allez voir, je vais vous montrer après sur TradingView. Mais en gros, on a des FG en 1 heure. On a des FG entre 1 heure, 4 heures et même daily dans cette zone. Et c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss au-dessus de là, parce que ça peut être un endroit où on vient chercher les FG avant de replonger plus bas. Donc voilà, toujours prise de profit du coup sur ce short entre les 96 jusqu'au 83, où j'ai pris une prise de profit sur 83 et je re-rentre en short avec des ordres limites un peu plus haut pour jouer ce pullback inversé comme j'expliquais. Ce que je vais vous montrer rapidement, c'est aussi les liquidations. Regardez ça, on a eu 1,7 milliard les gars de dollars de liquidation en 24 heures. C'est énorme. Et on a 1,6 milliard forcément de long et très peu de short parce que on a la majorité des gens qui ont long sur ce niveau-là. C'est énorme. On voit aussi qu'on a un open interest qui était un petit peu remonté, qui pour l'instant stabilise. Donc ça veut dire que on a toujours autant de gens qui se mettent à trader en fait. On a toujours pas mal de gens qui se positionnent sur le marché et donc on peut encore avoir des liquidations assez vénères pour sortir les gens qui ne sont pas encore fait sortir et qui se repositionnent. Du côté des funding, on est très très bas. On est vraiment très très bas. Vous voyez sur BTC, on a 0,0001, 0,006. En fait, on est sur un niveau où on a quasiment autant de long que de short. On est quasi pareil, identique avec autant de long que de short qui sont positionnés. Donc on est un peu entre les deux. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'on a encore une possibilité de descendre plus bas au niveau de BTC en délit et d'aller chercher un peu plus bas. Parce que la majorité des liquidations, comme d'habitude, elles se situent où ? Elles se situent au-dessus ou en dessous des derniers plus bas qu'on a fait, ou plus haut. Et par exemple, typiquement, vous voyez là, les derniers plus hauts qu'on avait fait, ils étaient ici. Et du coup, aller chercher les liquidations à ce niveau-là, au-dessus des mèches qu'on avait formées là et là, c'était hyper intéressant parce que la majorité des stop-loss et des liquidations se forment ici. Sont entassés ici. Donc aller chercher ce niveau avant de chuter, c'était hyper intéressant. Et là, même chose, les derniers plus bas, ils étaient sur ces niveaux-là. Et là, du coup, on allait chercher une première fois ces liquidations qu'on avait dans cette zone. Et le deuxième niveau de liquidation, ils sont ici, sur cette mèche. Aller chercher, en dessous, les liquidités qui sont en dessous de cette mèche ici, ça pourrait être intéressant. Et donc, ça nous ferait pousser vers les 80 000 $ au niveau de BTC. Et ça, je pense que c'est clairement faisable d'ici la fin de la semaine, même voire semaine pro, d'avoir une accélération à la baisse, d'aller chercher 80 000 pour sortir un maximum de liquidité. Et là, voir ce qui se passe sur les 80 000, voir si on a une réaction vraiment du cours pour repartir, ou si on décroche complètement et on va chercher du coup les 70 000, ce que je disais de base. Mais c'est vrai que là, au niveau des clôtures d'élite de BTC, donc on a eu, rappelez-vous, déviation, hop, on vient ici, on se laisse couler tranquillement, et là, bam, grosse bougie rouge. Ça aurait pu être une bougie de break à la baisse. Vous voyez, cette bougie rouge-là, elle est assez grosse, c'est une bougie pleine, il y a du volume dessus, ça aurait pu passer. Le truc, c'est que, au lieu qu'elle se forme ici, elle s'est formée ici. Et vous voyez, on a quand même la clôture ici qui s'est faite en dessous de l'ancienne clôture la plus basse. C'est-à-dire que l'ancienne clôture la plus basse a été ici à 84 700 et quelques dollars. Et là, vous voyez, on l'a légèrement faite en dessous. Donc, c'est un premier signal qui nous montre que on est en train de fragiliser un peu ce support de bad range qu'on a ici. Mais ce qui va vraiment nous donner ou pas la validation de ça va être la bougie d'aujourd'hui. La bougie d'aujourd'hui est hyper importante. Et si au final on fait juste une mèche comme ici et on réintègre ici, ça pourrait suffire pour repartir dans le range, si bien sûr on a la tension géopolitique qui se calme, les tensions qui se calment aussi, si on a des bonnes news au niveau du chairman, au niveau d'autres choses par rapport à la Fed, par rapport au QE. Mais pour l'instant, on est très loin de ça. Et personnellement, même si je vois qu'on a juste une mèche et qu'on rebondit ici de la part du marché, et qu'on a un rebond technique, moi je privilégierais la validation des FG ici, le comblage des FG ici, pour ensuite chuter plus bas. Et comme on le voit, hop, vous voyez ici en daily, on a du coup une FG qui est ici, hop, on a un peu plus à court terme, vous voyez, une FG juste là en 4 heures aussi, juste ici, et après on peut même zoomer encore un peu plus et se mettre en 1 heure, où là pareil on a beaucoup de FG à les combler, et du coup en fait, vous voyez, avoir un rebond technique où on vient rebondir, on vient chercher les 86 000, 87 000, même voire 88 000 au plus haut, et ensuite on chute complètement, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai placé mes ordres en short sur ces niveaux-là, jusqu'aux 85-86 000, parce que j'estime qu'on pourrait avoir un rebond technique dans cette zone avant de chuter plus bas. Et moi, ce qui va me faire vraiment changer d'avis par rapport à ce scénario-là, de ne pas casser à la baisse, mais plutôt d'avoir un scénario qui réintègre et qu'on repart à la hausse, donc un scénario comme ça, ce sera uniquement dans le cas où, bien sûr, sans parler du côté macro, géopolitique, etc., mais du côté technique, ce sera si on vient faire une IFG, on vient clôturer au-dessus de la FG daily qu'on a ici.
Et donc, ce serait du coup un cours qui vient clôturer en daily au-dessus des 88 000, 89 000 dollars pour ensuite former une IFVG et repartir à la hausse. Et donc là, je me ferai stop loss. Et là, ce serait du coup une annulation, entre guillemets, pour l'instant, sur ce mouvement-là, de la casse sur la baisse de ce range. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas plutôt ce qu'il faut privilégier. Il faut plutôt privilégier voilà, soit le retour ici, on se fait rejeter par ce niveau-là, et là, on va beaucoup plus bas, soit on fait un rebond technique un peu plus profond, on vient compléter la FSG, et ensuite on chute. Bon, en tout cas, c'est ce que je privilégie de mon côté, et ce qui va un peu dans le sens aussi des tensions politiques, des tensions géopolitiques, qui n'ont pas l'air de vraiment se calmer. Mais c'est vrai que ces phases de marché là sur ton daily, c'est assez piégeur en fait, parce qu'en fait on revient sur les plus bas, donc ça peut être très bien une prise de liquidité avant de réintégrer à la hausse. Mais en général, si vous voulez, quand vous avez une déviation de liquidité à l'avance ici, c'est que voilà, c'est fait pour casser. Hein. Typiquement, quand on a le range, hop, on casse à la hausse, et pour ensuite casser à la baisse plus fort sur le sens inverse. Et inversement, quand on a hop ici une prise de liquidité, une déviation de liquidité ici, souvent hop, c'est pour casser à la hausse beaucoup plus fort. Et du coup, là, on est typiquement dans ça, avec déviation ici pour aller chercher la liquidité, et ensuite, paf, on casse plus fort ici à la baisse. Et en fait, moi, personnellement, par rapport à mes investissements, par rapport à mes bagues crypto que j'ai de côté, je serais plus avantageux, plus heureux si on venait à réintégrer à la hausse puis faire des nouvelles ATH. Mais je me positionne en short pour aussi me hedge, en fait. Ça me permet de me hedger, de me couvrir, si vous voulez, par rapport à une probable baisse qui pourrait arriver. Parce que le truc, c'est que, ok, si on baisse, ça fait chier parce que mes bagues crypto, ils ne vont pas pouvoir performer, je ne vais pas pouvoir les vendre. Mais d'un autre côté, vu que je me positionne en short, si on baisse, en fait, je récupère pas mal de liquidités avec mon short, qui me permet aussi d'avoir des liquidités pour plus bas, tout en ayant gardé mes bagues crypto si jamais c'était remonté, quoi. Donc c'est pas mal, je trouve. Un short ici, c'est pas mal pour se hedger. Et sinon, après, voilà, mon billet un peu weekly, mensuel sur les cryptos reste le même. Hein. Avec, vous voyez, ici en weekly sur BTC, toujours pareil. On est sur vraiment voilà, toute la phase de hausse ici avec le top. Et là, on casse en fait une dynamique haussière qu'on avait en weekly par rapport aux 100 000 $. Où pour moi, à la cassure ici des 100 000 $, à la cassure du ruban weekly qu'on avait ici, on a cassé notre dynamique weekly. Là, on avait vraiment une dynamique weekly qui était haussière. Et quand on est passé ici dessous, pour moi, on a changé de dynamique weekly. On est passé sur une dynamique weekly qui était baissière et plus haussière. Et on le voit ici en plus avec le ruban. Vous voyez, on revient le tester en tant que résistance. Et au lieu de repasser vers le ruban et de relancer la dynamique haussière, hop, on se fait rejeter et on se fait enfoncer. Sans compter aussi le fait que, vous voyez, en mensuel, alors c'est un peu plus loin, vous voyez, pour en fait, plus tu augmentes ton unité de temps, plus c'est compliqué de anticiper, si vous voulez, le changement de tendance. Parce que, si vous voulez, en mensuel, là, on pourrait toujours se dire qu'on est dans une tendance qui est haussière, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, juste quand on regarde le graphique comme ça. Et en fait, c'est toujours possible en mensuel de se rattraper et de continuer une dynamique haussière. Et pour casser, si vous voulez, une dynamique haussière, par exemple, en mensuel, il faut vraiment casser plus bas. Donc, par exemple, casser ce niveau-là qu'on a ici, donc le plus bas vers les 80 000. On n'en est plus très loin. Et en fait, si on commence à faire ça en mensuel, là, on commence à casser progressivement, vous voyez, la dynamique haussière qu'on avait sur le mensuel. Mais moi, ce qui m'a fait en tout cas ticker sur le mensuel, c'est le MACD. Le MACD qui cross bearish ici et qui arrive que très rarement, qui arrive uniquement quand on commence à bear market, que ce soit ici en 2018 sur le Dead Cat Bounce ou en 2022 là aussi sur le Dead Cat Bounce. Vous voyez là, de nouveau, on passe sur un cross bearish au niveau du bear market, sur un éventuel Dead Cat Bounce qui est en train de se valider. Ça sent pas très bon. Et là, le problème de ce momentum qui se casse en mensuel au niveau du MACD, c'est que le temps en fait qui se dégonfle complètement et que ça recroise à la hausse et que ça reparte, ça met du temps. Et juste sur ça, en fait, tu peux avoir une bonne année qui s'écoule. Et même chose au niveau du Total 3, rappelez-vous, par rapport aux altcoins, le truc que moi je trouve vraiment pas ouf par rapport au Total 3, c'est qu'on a vraiment une sorte de double top ici en mensuel qui se forme, avec un giga M en formation, avec là en mensuel, vous voyez, petit à petit, avec ce mois là de janvier qui va arriver, la cassure en fait de la ligne de coup qu'on a ici. Et ça, c'est pas ouf parce que casser ce niveau-là, en fait, c'est tout simplement valider cette figure baissière et éventuellement revenir au minimum sur ce niveau-là. Et au final, ça va avec le scénario que j'expliquais, que je vous invite vraiment à aller voir dans la dernière vidéo qui est hyper intéressante pour ça, avec la phase de QE et surtout la phase de QE déguisée, qui pourrait nous permettre en fait d'avoir un marché qui est très haussier pour fin 2026 et surtout pour 2027-2028. Mais du coup, d'ici là, en fait, pour la période de début 2026, Q1, Q2 2026, c'est plutôt moyen. Et du coup, d'ici là, en fait, avoir une baisse comme ça sur les altcoins pour ensuite remonter et casser cet énorme triangle de compression, triangle ascendant à la hausse pour 2027, c'est largement faisable. Mais du coup, avant, il faut encaisser une baisse avant de remonter. L'autre point aussi qui me fait un peu tiquer, c'est les marchés traditionnels. Vous voyez ça, S&P, Nasdaq, les gars, ça bouge. Dans les Nasdaq, là, on a les S&P, ça bouge quasi pas. C'est-à-dire qu'on a quelques baisses là, avec l'incertitude actuelle entre les US et l'Iran. On a un peu de fluctuation.
Mais on n'a pas grand-chose non plus d'inquiétant en fait, quand on regarde juste au niveau graphique. Vous voyez, même en weekly, on est encore sur un marché qui est haussier, avec des petites fluctuations, mais pas du tout on n'est pas du tout sur quelque chose d'inquiétant. Et ça me fait peur, parce que je me dis que si on a juste une petite décroche de la part d'un S&P Nasdaq, on a une petite correction comme ça, un peu plus profonde comme on a eu en début 2025 par rapport au tarif douanier, ou même en 2022 où c'était beaucoup plus profond, et ben en fait les cryptos pourraient souffrir beaucoup plus de ça, alors qu'elles sont déjà plus basses, elles sont déjà ici. Et en fait avoir ça sur les marchés traditionnels pourrait encore favoriser la corrélation négative qu'on pourrait avoir entre les marchés traditionnels et Bitcoin. Tiens, autre petit point qui est intéressant aussi, c'est le dollar. Alors le dollar, c'est intéressant parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on anticipait. On anticipait, rappelez-vous, éventuellement un bottom en weekly du dollar avec ici le prec et l'accélération à la hausse du dollar. Et c'est vrai que ce qui est en train de se passer sur le dollar, c'est pas un break à la hausse, mais plutôt un retour sur les plus bas qu'on a ici. Et ça, c'est intéressant parce que si on a un dollar qui ne nous fait pas un break à la hausse, qui ne repart pas à la hausse et qui nous fait plutôt un break à la baisse et qui part à la baisse, et ça va être plutôt positif pour Bitcoin. Mais on en est encore loin, parce que on est actuellement sur un plus bas ici, mais on n'a pas encore cassé. Et en fait, ça peut être juste un retour ici en bas qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois, pour ensuite remonter et casser ça plus tard. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, actuellement, la liquidité, elle est où? Elle est sur l'or et l'argent, elle est sur les métaux précieux. Elle se déverse complètement sur l'or et l'argent, il n'y a pas de doute. Regardez en mensuel, par exemple, l'or, c'est n'importe quoi. Vraiment, on voit l'accélération qu'on a sur l'or, et c'était toujours la même phase où on a vraiment une accélération très très forte, une phase de latéralisation qui est assez importante, et ensuite une phase d'accélération, une phase de latéralisation et une phase d'accélération. Et c'est sur des échelles de temps qui sont quand même assez longues. Vous voyez, phase d'accélération, là, c'était de 70 à... ici, on a eu une première à 74, donc 4 ans. Et après, c'est reparti de 77 à 80. Donc, pareil, 3-4 ans. Même chose ici, vous voyez, quand on a commencé à partir en 2001 et qu'on est monté jusqu'en 2011, où ça a duré une bonne dizaine d'années. Et là, même chose de 2018, alors surtout depuis ce niveau-là, 2022-2023, et l'accélération qu'on a actuellement qui dure déjà depuis 1, 2, voire 3 ans. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu sais jamais où est le top. Tu sais jamais jusqu'où finir l'accélération haussière, en fait. Et le truc, c'est que là, on est ultra haut, quoi. Et quand tu regardes un peu en daily la courbe qu'on fait sur l'or, on voit que là, on est vraiment sur quelque chose qui est de plus en plus volatile, de plus en plus exponentiel. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, là, c'est le top parce qu'on était ultra exponentiel. Finalement, c'est pas le cas. Là, pareil, c'était le top parce qu'on était ultra exponentiel. Finalement, c'est pas le cas. Et là, on est encore plus exponentiel, encore plus volatile. Et du coup, on pourrait se dire qu'on a encore plus de chances d'être sur un top, mais on n'en est pas sûr. Et quand on se met en weekly, c'est vrai que c'est assez choquant, quoi, c'est assez brutal. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais, actuellement, la liquidité et le volume, ils se situent sur les métaux précieux, sur l'or et l'argent. Et l'avantage de ça, c'est que les gens se positionnent sur l'or et l'argent parce qu'on n'a jamais eu autant de tensions, autant d'inquiétudes, autant d'incertitudes sur la géopolitique au global. Ce qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de rentrer à fond sur les marchés traditionnels et sur les marchés qui sont liés à l'économie, mais plutôt sur des valeurs refuges comme l'or et l'argent. Et celui qui rentre pile dans cette case aussi, c'est Bitcoin. Et pour l'instant, Bitcoin, il ne remplit pas encore ce rôle-là complètement, parce que j'ai l'impression que les gros investisseurs, les gros institutionnels, ils sont beaucoup plus confiants à rentrer sur les métaux précieux que sur Bitcoin par rapport à la valeur refuge que ces actifs apportent. Et l'aspect valeur refuge de Bitcoin arrivera sûrement un jour, mais sûrement plus tard. Et on le voit pour l'instant que c'est l'or et l'argent qui prennent tout volume et pas vraiment Bitcoin proportionnellement par rapport à ce qu'il a comme capitalisation et par rapport à la hausse qu'il a fait comparé à l'or et l'argent. On a une hausse de l'or et de l'argent qui, proportionnellement par rapport à la capitalisation, est beaucoup plus importante que celle qu'on a eue sur Bitcoin en termes de hausse. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que du coup, vu qu'on a l'or et l'argent qui sont extrêmement montés très très fort, et en fait, les gens ils vont se dérisquer. Et ça, c'est normal. En fait. Dès que tu rentres sur un actif et que l'actif il fait des centaines de pourcents, les gens ils prennent des profits, les gens ils se dérisquent. Parce que tu n'as pas envie de rester sur un actif qui est en mode exponentiel comme ça et qui fait que monter depuis des années. Parce que plus tu restes exposé sur ce genre de mouvement, plus tu as de chance au bout d'un moment d'arriver sur le top et de te manger une baisse assez brutale. Vous voyez qu'on a eu ici ou qu'on a eu ici aussi de 2011 à 2015. Et du coup, progressivement, en fait, les gros qui sont rentrés, ils sortent de ces actifs-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idée ? Ils vont pas avoir l'idée de remettre cet argent sur le dollar ou sur les marchés traditionnels qui sont liés à l'économie, qui est instable. Ils vont plutôt avoir l'idée de aller chercher d'autres
actifs qui font office de valeur refuge, mais qui n'ont pas encore été surévalués comme l'or et l'argent. Et du coup, ce qui est le cas de Bitcoin. Bitcoin qui est le cas parfait pour ça, où c'est un actif qui doit faire office de valeur refuge, qui a définition de faire office de valeur refuge, et qui est encore sous-estimé en termes de... Enfin, qui est sous-évalué, plutôt, pas sous-estimé, mais sous-évalué en termes de performance qu'il a fait sur du moyen long terme, enfin sur les derniers mois, dernières années. Et du coup, ça pourrait être vraiment intéressant pour ces investisseurs qui prennent des profits sur l'argent et l'or, de se positionner sur BTC. Et ça, c'est un point qui est quand même important, je trouve. Et comme d'hab, on se situe encore dans une phase où on a à la fois des points qui sont intéressants pour Bitcoin et le marché des cryptos en général, et d'autres points qui le sont beaucoup moins. Que ce soit par exemple les tensions géopolitiques qui sont pas favorables pour les cryptos, le maintien des taux d'intérêt pour la part de la Fed qui sont pas vraiment intéressants, le QE qui est, je trouve, beaucoup trop attendu alors qu'il risque de mettre un peu de temps avant de se mettre en place, et surtout tout cet aspect de manque de momentum, manque de volume et manque de momentum qu'on a sur le marché crypto qui plonge en fait actuellement la plupart des cryptos, quoi. Mais d'un autre côté, voilà, on a cet afflux de liquidité des métaux précieux qui pourrait arriver sur Bitcoin. On a le nouveau chairman qui pourrait à court terme stimuler pleine balle l'économie et les cryptos. Et on a aussi ce QE qui peut mettre un peu de temps à arriver, mais qui risque d'avoir un impact forcément positif sur le marché. Et donc, il n'y a pas forcément qu'un scénario sûr à suivre qui va forcément se réaliser. Mais voilà, il y a des points très importants à surveiller et qui vont nous donner, plus ou moins si vont se valider ou pas, ils vont nous donner des indications de plus en plus précises sur quelle direction on va prendre par rapport au marché. Et c'est vrai que pour l'instant, on a une direction qui est plutôt baissière, mais ça peut vite évoluer suivant ces points-là que je vous ai cités qui évoluent. Allez, on finit avec le commentaire du jour de Joey qui nous dit: tu nous fais une petite update de MEGMA, il n'y a plus de volume là, avec un smiley qui rigole. C'est vrai que la MEGMA c'est un peu compliqué, je vous fais l'update, pas de souci. Alors, MEGMA, rappelez-vous, j'ai fait une petite thèse par rapport à MEGMA qui est Make Meme Great Again, qui est un peu le projet là qui est mis en avant pour la thèse qu'il y a autour, que je vous ai expliqué, où en gros le pari c'est que World Liberty Finance, donc WLFI, qui est le fonds, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de fonds d'investissement de la part de l'univers Trump, qui sont en train de pousser en fait et qui veulent pousser à fond l'univers USD1, donc tous les tokens qui sont associés à USD1, et MEGMA en fait partie. En fait, c'est l'un des plus gros memecoins qui est associé au token USD1. Et du coup, on avait pris le pari que Liberty Finance pourrait associer du coup MEGMA à leur réserve stratégique, mais ce qui n'est pas sûr, ce qui est très risqué. Et en fait, à chaque fois qu'on a des news un peu qui vont dans ce sens, on a des explosions, paf, 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 et dès que en fait on n'a pas de news, et en fait le cours redescend directement très vite sur ce niveau-là. Et du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est juste de revendre à chaque fois les pumps qu'on a et de recharger quand on revient sur ce niveau-là des 200, 100 000 de market cap, ce qui est au final très très faible. Et c'est vrai que là, le problème en fait de ce genre de small caps, c'est que ça évolue très très vite. Les small caps comme ça, c'est qu'une thèse est très risquée, c'est-à-dire que c'est juste des hypothèses qui sont faites sur la possibilité que ça arrive. Ça reste à chaque fois des trucs qui sont assez incertains que ça se produise, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais c'est pour ça aussi que quand ça se marche, il y a une plus-value à faire qui est énorme. Où là, par exemple, on a 100 000 market cap. Si la thèse de World Liberty Finance qui ajoute MEGMA à leur réseau stratégique, ça monte minimum à 10 millions, 20 millions, 30 millions, ce qui fait que tu prends une performance sur le token qui est juste énorme. Mais le risque aussi derrière, il est aussi énorme. Et du coup, j'ai holdé mes tokens là depuis la dernière fois que je vous en parlais, je ne les ai pas revendus. Le problème qui est un peu actuellement, c'est que tu as d'autres tokens qui arrivent et qui prennent un peu la vedette, j'ai l'impression, à MEGMA. Par exemple, là, tu as le token WAR, WAR qui est sorti et qui a fait pas mal parler, et qui est un peu en train de prendre pas mal de volume sur les projets comme MEGMA, qui galère à monter. Et vous voyez là, WAR, par exemple, il a été sorti il y a une semaine, et il a explosé, il est passé de quelques millions à 20 millions là, cet après-midi, 20 millions de FDV, 20 millions de market cap. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai failli me dire, vas-y, est-ce que je liquiderais pas tout MEGMA pour mettre à fond sur WAR et juste pour récupérer la performance à court terme, puis ensuite remettre sur MEGMA. Bon, au final, je n'ai pas fait. Et en fait, là, vous voyez, pareil, token USD1, un peu en mode memecoin. Et là, même chose, c'est trop drôle, mais c'est le head of officer de Solana qui l'a aussi un peu poussé. Hop, vous voyez, je viens de le retrouver, lui là, Melo, qui est le head of Solana et de World Liberty Finance.
et qui en gros, rappelez-vous, avait parlé de, il avait mis, je sais plus ce qu'il a mis, il a mis une référence par rapport à MGMA, du coup ça avait bien pété, il y a eu plein de théories par rapport à ça, et en fait, là il n'a pas reparlé de MGMA, sur ce qui fait que quand t'as pas de news, de nouvelles hype comme ça qui pourrait se créer autour de MGMA, et en fait le token il se laisse couler, et puis dès que t'as un mec qui reparle important de MGMA ou une news qui arrive, paf, ça repart d'un coup. Et en fait, Small Cap, j'ai l'impression que c'est que ça, c'est que ça se laisse couler, et puis dès que t'as la news, paf, ça pète. Et c'est tout le temps ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'accumuler en fait, quand tu es dans ces phases qui descendent, et dès que ça passe, ça pète, prendre des profits. Et là, du coup, je vous parlais de War juste avant qu'il a pété, parce que regardez, Melo, il a juste mis It's time to go War, ça fait 500 likes, paf, 100 000 vues, et puis le token War derrière a explosé. Alors, c'est pas que ça non plus, mais vous voyez, vu qu'on sait que derrière, il est Head of Solana et World Liberty Finance, il a pas mal d'impact sur tout ça, et du coup, forcément, tout ce qu'il dit va être plus ou moins pris sur les small caps, avec pas mal de volatilité par rapport à ce qu'il dit. Et du coup, c'est pour ça que c'est des tokens qui sont très volatiles et qui changent très vite en fait. Ou d'un jour au l'autre, ça peut passer du token qui explose à du token où ça vaut plus rien. Et ce qu'on avait vu justement la dernière fois, où je vous montrais le bénéfice là où j'avais pris 20 000 $ sur Gaz à rentrer, à sortir en 24 heures. Et en fait, en l'espace de quelques jours, quoi, il était passé vraiment de 1 ou 2 millions de market cap à 60 millions à genre 100 000 de market cap. Mais c'est abusé. Et d'autant plus dans le marché où on est actuellement, où on a très peu de liquidité et chaque en fait pump qui est fait, c'est directement pris en prise de profit, directement c'est la liquidité est ressortie, enfin les gens qui ont investi dedans ressortent directement pour pouvoir garder un maximum de liquidité de côté dans ce marché qui est un peu complexe. Donc pas facile. Après, en small caps, les deux seuls que j'accumule actuellement, c'est MGMA, que j'ai arrêté d'accumuler, mais que j'ai toujours, que je hold toujours. Et le deuxième que je continue d'accumuler dès que je peux et que je hold aussi, c'est ST de Smallthing, où là, pareil, je crois à fond au projet, et du coup, dès qu'il y a des baisses comme ça, je rachète un peu. Je rachète pas énormément parce que j'ai déjà un bon bac dessus, mais dès que je peux accumuler sur les niveaux assez bas, je le fais. Du coup, voilà, c'est un peu les deux seuls tokens que je garde. Après, le reste de mes liquidités, je le garde pour acheter du Bitcoin plus bas, forcément. Donc voilà, grosse vidéo, j'espère que ça vous aura plu.